le 12h30 sur BX1. Allez, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce 12h30. Aurélie Seven est notre invitée. Elle est l'autrice d'un livre intitulé « Je navigue entre deux mondes ». Voilà, je vous montre la couverture de ce livre. Aurélie, bonjour. Bonjour. Dans ce livre, vous racontez, c'est un témoignage qui est à la fois très touchant et aussi très instructif. Alors, vous êtes atteinte d'un syndrome autistique. Vous avez C'est exactement ça. Ouais. Et vous avez été diagnostiquée très tard, ce qui fait que durant votre enfance et votre adolescence, vous avez grandi avec le sentiment d'être différente, mais sans vraiment savoir pourquoi et comprendre pourquoi. Alors, ce livre, pour vous, c'est à la fois une libération, mais ça vous a aussi demandé beaucoup de courage, parce qu'il y a des gens dans votre entourage, peut-être un petit peu plus éloignés, qui ne savaient pas que vous aviez ce syndrome autistique. Exactement. J'ai écrit pour me libérer de certaines souffrances que j'ai pu engendrer et pour sensibiliser un maximum de personnes et lutter contre la différence, dont la discrimination que j'ai pu subir mon enfance et mon adolescence, notamment sur les lieux professionnels. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'information est primordiale pour qu'on arrive à une société beaucoup plus inclusive et beaucoup plus empathique, parce que ce n'est pas encore le cas. Oui, en effet. Et donc, dans ce livre, vous vous livrez beaucoup, mais vous donnez aussi votre avis sur la société et sur la façon dont on intègre des personnes comme vous dans la société. Et c'est ça qui est très instructif pour nous. Alors, je l'ai dit, vous avez grandi jusqu'à l'âge de 20 ans sans mettre de mots sur ce que vous ressentiez et sur ce que vous viviez. Vous vous sentiez différente quand vous étiez petite et a fortiori adolescente aussi. Comment vous sentiez-vous différente ? Je me sentais différente dans le sens où je ne réagissais pas de la même manière que mes camarades de classe, comme les personnes de ma famille. J'étais beaucoup plus sensible. Je pouvais stresser pour la moindre petite chose. J'avais le sens du détail. Il y avait énormément d'éléments qui faisaient que je voyais un enfant n'est pas débile, si je puis dire ça, le sent, c'est instinctif et je savais au fond de moi que je n'étais pas comme ma propre sœur, comme mes propres cousins, mes amis. Et ça a été compliqué parce que je n'avais pas d'étiquette, je n'avais pas de nom sur ce que je portais. Et c'est à l'âge de 17 ans, quand j'ai été diagnostiquée, que le diagnostic est tombé. Mais ça a été un parcours du combattant pour l'accepter moi-même déjà et puis d'assumer ma personne. Et ça n'a pas été simple tous les jours. Mais racontons justement alors comment ce diagnostic est venu. D'abord, vous avez été énormément aidé par vos parents et par votre maman aussi qui s'est beaucoup renseignée pendant toutes ces années, qui a été beaucoup là pour vous soutenir et vous aider. Exactement. Et puis, il y a un peu la libération en faisant ce voyage au Canada. Oui, il faut savoir que moi, c'est il y a 10 ans, plus de 10 ans. L'autisme était très peu connu. On a été voir beaucoup de professionnels qui ne savaient pas ce que j'avais. Et c'est ça que quand je dis il est important d'avoir de l'information, c'est que pour les parents qui ont des enfants et qui soupçonnent un enfant de différence, c'est bien de pouvoir savoir ce que c'est et comment pouvoir le gérer. Parce que c'est ça aussi, c'est l'accompagnement qui est tout à fait primordial dans le développement pour un enfant, que moi je n'ai pas eu d'ailleurs. Nous avons été au Canada, j'ai été diagnostiquée très tard. Surtout que l'autisme féminin est très subtil, parce qu'il est fort connu chez les hommes, mais très peu chez les femmes. Ça a été toute une adaptation, parce que moi, j'ai dû créer ma propre personnalité. J'étais caméléon dans la société, qui a été très, très compliqué aussi. Donc oui, il y a des souffrances où j'ai dû apprendre à les maîtriser. Je crois que j'ai grandi beaucoup plus vite que les gens de mon âge. Et c'est ça aussi, c'est de savoir trouver un équilibre. Et je pense que l'accompagnement est primordial pour les enfants comme moi. Bon, je suis jeune adulte, mais que ce soit pour les enfants, les ados, les jeunes adultes et les adultes tout court, je pense qu'il faut donner des ressources pour qu'on puisse bien évoluer et bien vivre correctement dans notre société. Alors que vous parliez justement d'autisme et d'autisme au féminin, ce qu'on comprend bien en lisant votre livre, c'est que l'autisme peut prendre des tas de formes différentes et que parfois nous, on a peut-être une idée un peu préconçue, et vous parlez de temps en temps de ce film Rain Man, où on a une idée peut-être un peu préconçue de ce que c'est un
une personne qui est autiste. Or, ce n'est pas que ça. Donc, vous avez grandi et encore vous vivez maintenant avec des gens qui ne savent pas que vous souffrez d'autisme. Exactement. Le livre qui vient d'apparaître, c'est une révélation au grand public, à la famille, aux amis, qui étaient très... Je crois que dans mon entourage, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant. Oui, l'autisme au féminin est très subtil. Ça porte bien le nom de l'handicap invisible. Et c'est ça le problème de la société, c'est qu'on nous exclut. Mais à l'époque, il faut bien savoir dissocier les deux choses, c'est que l'autisme était très peu connu. Maintenant, on rentre trop dans les stéréotypes. Et je pense que dans les médias, la situation de handicap est très peu légitime et on ne laisse pas parler les personnes comme moi ou pour d'autres situations. Donc oui, à travers mon livre, j'aimerais bien casser les stéréotypes et pouvoir donner des clés aux parents qui sont remplis de désespoir. Et on donne trop l'image encore de la situation de handicap où on doit rester à la maison, on ne sait rien faire, il n'y a pas de possibilité. Non, c'est pas vrai. J'ai une situation relationnelle certes compliquée, mais j'ai des amis, j'ai le permis. Niveau travail, c'est compliqué, mais j'y arrive. Donc, je pense qu'il faut donner de l'espoir et du positivisme. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à arriver à quelque chose de bien. Oui, et c'est la raison pour laquelle vous avez pris la plume et la raison pour laquelle on vous invite aujourd'hui. Alors, racontez-nous quand même les difficultés relationnelles que vous avez rencontrées, que vous rencontrez encore. Quelles sont les difficultés que vous avez? Par exemple, vous expliquiez dans votre livre que vous avez du mal avec les codes sociaux. Oui, exactement. Oui, vous avez du mal à comprendre les non-dits aussi. Expliquez-nous un petit peu ce que vous ressentez. Je vais expliquer parce qu'on me l'a souvent demandé. En fait, j'ai le non-verbal chez moi, pour le comprendre, est très complexe. Tout ce qui est le regard, l'intonation de voix, le langage corporel. Pour une personne neuroatypique, on me dit lambda, c'est inné. Chez moi, pas. J'ai dû être éduquée, j'ai dû apprendre les 7 émotions de base, j'ai dû apprendre à vivre en société. Avec les professionnels qui m'ont entourée, j'ai beaucoup de chance parce que jusqu'à mes 17 ans, j'ai dû me débrouiller seule. J'ai copié, j'ai fait le caméléon, j'ai essayé de m'adapter comme je pouvais. L'humour, par exemple, n'est pas totalement le même. S'il est verbalisé, c'est très bien. Mais s'il y a des sous-entendus, c'est totalement impossible. C'est comme si on parlait en chinois. Bon, c'est grossi quand je dis ça, mais tout est très relatif à une personne à une autre. Mais tout ce qui est relationnel demande beaucoup d'énergie parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour une personne qui n'a pas d'autisme, c'est simple, c'est inné, c'est instinctif. Chez nous, on doit tout réfléchir, on doit tout penser, et puis il y a les stimuli extérieurs, un bruit à côté, une lumière trop forte, ça va fatiguer. Ouais, vous souffrez un peu d'hypersensibilité. Ah oui, totalement. Ouais. Même plus que la moyenne. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et vous avez dit que vous avez mis du temps à en parler et qu'encore peut-être aujourd'hui, certains proches découvrent encore au fur et à mesure le fait que vous ne soyez pas comme eux, que vous ne soyez pas neurotypique. Est-ce qu'à partir du moment où les gens avec qui vous avez des interactions sociales sont au courant, ça change réellement la dynamique? Est-ce que les gens arrivent à faire plus attention à certaines choses et à ne pas rentrer dans certains détails ou de ne pas faire de sous-entendus ou de faire plus attention à vos réactions? Bien sûr, et c'est positif. Moi, j'avais très peur en sortant le livre le regard des gens, parce qu'on sait que le regard des gens n'est pas toujours facile à supporter. Et ça a été positif pour moi et ils m'ont dit ah oui, maintenant je vois pourquoi tu es atypique, maintenant je sais pourquoi. Parfois on est dans l'incompréhension, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas pourquoi, et donc ça amène à une situation conflictuelle entre deux personnes, une incompréhension injustifiée. Et ici j'ai pu expliquer et sensibiliser par moi-même et montrer que la différence n'est pas un préjudice, n'est pas un crime, si je puis dire, parce que parfois on fait passer ça pour des choses pas bien.
on n'aime pas ce qui est différent. Mais j'ai pu montrer que, et ça je suis contente, et lutter contre ça, qu'on est des gens comme tout le monde, mais on pense différemment. Oui, mais le regard des gens n'a pas toujours été bienveillant, non. Bien au contraire, et notamment dans le cadre du milieu professionnel ou des formations que vous avez faites. Un moment, pour la première fois, je crois que c'est à Bruxelles Formation, oui. vous le dites, vous parlez de votre situation, et puis vous allez faire des stages, et des gens ne vous croient pas. Oui, j'étais pas crédible. Parce qu'on ne le voit pas sur mon visage. Et c'est ça qui est désespérant à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, c'est de ne pas assez connaître ce genre de choses. Et le manque d'informations, comme je répète, et ce sera toujours le cas, est primordial. Ouais. Et oui, j'étais pas prise en compte, donc je me suis retrouvée dans des situations ultra compliquées que je souhaite à personne. Et je me posais beaucoup de questions, mais quelle est ma légitimité dans la société ? Comment je vais faire pour évoluer et trouver du travail et avoir les besoins, l'adaptation professionnelle qui me doit être destinée. Ça a été vraiment le milieu professionnel. Je crois qu'il y a du travail à faire et d'évolution à apporter. Parce que c'est pas encore le cas. Et donc vous racontez comment vous avez eu des périodes de dépression. Oui. Très dur, très dur. Mais comment vous avez rebondi? C'est un livre aussi sur la capacité de rebondir, d'être résilient. Pour le coup, là, vous l'êtes, hein. Vraiment. Oui, bien sûr. J'ai passé 2 grosses dépressions très compliquées. J'ai découvert ce qu'était la vraie dépression, parce qu'on dit ça arrive qu'aux autres. Non. C'est un enfer, c'est un cercle noir. On voit que du noir, on n'est plus soi-même. On a une image terne de soi-même. Ça n'a pas été facile, je dis haut et fort, mais l'envie de vouloir bouger les choses, de vouloir quand même y arriver, même si j'ai fort raté dans ma vie, j'ai fait des erreurs, j'ai pris les mauvais chemins, je me suis raccrochée à des petites choses, à ma famille, à des choses que j'aime faire, et petit à petit, comme on dit, derrière les nuages, il y a toujours le soleil, et c'est le cas aujourd'hui. Je vais bien et je suis là pour lutter, et j'espère que ça va faire que commencer. Oui, alors on peut peut-être justement leur dire un mot sur le titre de votre livre, Je navigue entre 2 mondes. Ce sont les 2 mondes. Enfin, il y avait ce monde de l'enfant, cette Aurélie enfant, et puis cette Aurélie qui a grandi, qui a évolué. Exactement. On peut voir sous différentes formes le monde des personnes comme moi, atypiques, et le monde comme vous, si je puis dire, qui se côtoient et qui ont besoin de collaborer ensemble, mais qui est compliqué. Puis on peut voir aussi de différentes manières le fait, oui, comme vous l'avez dit, mon enfance, mon parcours complexe, et puis la nouvelle personne que je suis, parce que pour moi, j'ai 2 identités. L'ancienne Aurélie qui était complètement innocente, inexistante dans la société, qui était caméléon, et maintenant je suis Aurélie. Oui, je suis atypique, je suis là et j'assume totalement. Et je pense que je pense que les gens qui sont comme moi dans des souffrances doivent assumer, et que c'est pas un crime d'être différent. Justement, je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses dans la société. Ouais, et donc on sent vraiment à la fin de ce livre ce message de fierté, la fierté d'être ce que vous êtes, et de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre, d'avoir accepté maintenant. Je voudrais juste rajouter une petite chose. On m'a souvent dit, mais t'aimerais pas être comme tout le monde? Je suis désolée pour les personnes aveugles, je les respecte totalement parce qu'on est tous dans le même bateau, mais c'est comme si vous dites à un aveugle, essaye de voir. C'est la même chose, je ne peux pas me représenter ce qui est une personne dite lambda parce que je ne le suis pas. Donc oui, moi je vois ma vie comme je le suis, je suis très bien comme je suis, même si ça a été un parcours du combattant. Mais c'est pour ça que je suis là, pour donner de l'espoir aux parents et aux jeunes qui pensent que ça n'arrivera jamais. Il faut toujours garder espoir. Et de toute façon, on est chacun différent, chacun avec nos faiblesses et chacun avec nos forces. Donc je rappelle le titre de votre livre, Aurélie Seven, Je navigue entre 2 mondes, un livre qui a eu des vertus thérapeutiques pour vous, mais qui aura énormément de vertus pour ceux et celles qui le liront, pour faire en sorte que notre société soit plus inclusive. Merci Aurélie d'avoir été notre invitée ce midi. C'était très gentil de m'inviter. C'était un plaisir pour nous.